Notre choix s'est porté pour ce deuxième rendez-vous sur le Hirak, sur ce film, à vrai dire pour deux raisons. D'abord, pour sa sensibilité, ce regard très personnel que tu portes sur le Hirak, et aussi parce que ce film comprend et évoque un aspect culturel, un aspect artistique qu'on voit très peu ou rarement dans les films et sur lequel nous allons revenir au cours de ce débat. Et puis personnellement, j'ai adoré la bande-son, donc on va y revenir plus précisément. Donc, pour vous présenter tout d'abord tous les deux, peut-être que beaucoup de gens vous connaissent déjà, mais en tout cas pour les besoins de l'enregistrement, Zach, toi, tu aimes écrire depuis ton jeune âge. Au collège, tu touches déjà au rap. Ouais, j'ai essayé. Ensuite, au lycée, tu t'essaies à la BD, à la bande dessinée. Et vers 25 ans, je crois, tu assistes à un tournage de film qui sera une révélation pour toi. C'est vrai. Il y avait l'arc-en-ciel, les petits oiseaux et tout. Ouais. Et tu décides alors de faire des études de cinéma. C'est ça, ouais. Et de réalisation. Ton master de réalisation en poche, tu signes ensuite plusieurs courts-métrages. Donc, je vais donner les titres. Il y a Défense de filmer en 2017, La Chimère en 2018 et Désir noir en 2019, je ne me trompe pas. C'est ça. Et Chronique algérienne, que nous voyons aujourd'hui, que nous avons vu aujourd'hui, est ton premier long documentaire long-métrage. Nous avons aussi avec nous Gaëlle, qui vient pour la deuxième fois au Carré Paris et qui est agrégée en géographie. Elle est doctorante à l'Université de Tours, rattachée au laboratoire CITER. On dit CITER ou CITER ? CITER. Et vos recherches s'inscrivent entre la géographie de l'art, et sur en fait, toute la culture urbaine et sociale, et surtout sur l'appropriation artistique de l'espace public dans le monde arabe, et tout particulièrement en Algérie. En tout cas, vos travaux portent sur l'Algérie énormément. Et vous avez consacré d'ailleurs un webinaire ici au Carré sur ce sujet, sur l'art et dans l'espace public et son appropriation. Donc merci à tous les deux d'être avec nous. Et je vais vous poser quelques petites questions et puis ouvrir la discussion ensuite avec vous tous. Alors, tout d'abord, pour ouvrir à toi, Zach, de nous dire pourquoi, après 12 ans d'absence de l'Algérie, comme tu dis dans le film, tu choisis ce moment précis de retrouver l'Algérie. Et puis, si tu peux nous dire, le film couvre, on l'a bien compris, le premier mouvement, enfin le début du Hirak, mais il y a peut-être deux périodes de tournage. Si tu peux nous dire précisément sur quoi portent les images et puis ce que tu en as tiré de l'expérience de ce tournage. Alors, pour commencer par les 12 ans d'absence, en gros, j'allais donc tous les étés en Algérie avec mes parents jusqu'à mes 17-18 ans. Après, à l'âge, on va dire, de l'adolescence, on a envie un peu de voyager seul. Et donc après, il y a eu toute une période un peu compliquée où justement j'ai repris mes études pour faire du cinéma. Et donc ça devenait un peu coûteux pour moi de retourner en Algérie. Et donc pour en arriver à 2019, en fait, ce qui se passait, c'est que moi déjà à cette période-là, je travaillais sur l'écriture d'un documentaire concernant les Gilets jaunes. Et du coup, donc je crois qu'on était au 5e ou 6e acte des Gilets jaunes et démarre donc le Hirak en Algérie. Et j'étais un peu partagé, comme on va dire, entre mes deux cultures, entre ces deux mouvements. Et en fait, ce qui a fait le déclic, c'est qu'un soir, j'étais chez ma mère, je dînais chez ma mère, et il y avait mon petit frère, et lui, très branché foot. Moi, j'ai un peu lâché ces dernières années, et il me dit, ouais, on a une super équipe et tout. Je suis sûr, tu verras, elle va aller en finale, il y a même moyen qu'on ait la coupe cette fois-ci et tout machin. Et moi, donc, comme en amont, j'avais déjà commencé mon travail de recherche sur le mouvement qui avait lieu en Algérie. Et j'avais découvert cette corrélation dont parle le film, justement, entre les stades de foot et la rue. Et donc, moi, dans ce fantasme un peu révolutionnaire, on va dire ça comme ça, je me suis dit, effectivement, si cette équipe nationale va jusqu'en finale, qui décroche potentiellement la coupe, est-ce qu'il peut y avoir une corrélation, quelque chose qui va enflammer justement d'autant plus les rues? Et je me suis mis justement comme ça à me dire, il faut que j'aille, il faut que je sois là-bas, il va peut-être se passer quelque chose et j'ai envie d'être présent.
Et donc, voilà, donc ça partait vraiment d'une espèce de projection comme ça. Et j'appelle mon équipe. Au début, on était parti pour faire juste un repérage, mais un repérage avec quand même mon chef opérateur, un ingé son, ma première assistante. Donc, il y avait un espèce de film avant le film. Et donc, voilà, enfin, bref, ça se fait très vite. Cette discussion-là, on l'a eu peut-être 2 semaines avant le départ. Et je sais pas tout à fait qu'on a pu justement y aller. Et s'il y a des gens qui ont déjà essayé dans cette salle à essayer d'aller en Algérie en essayant de faire des visas, c'est très compliqué. Donc j'ai fait faire des visas à toute mon équipe. Moi j'ai la chance d'avoir la double nationalité, donc c'était plus facile pour moi, mais pour mon équipe technique c'était plus complexe. Et on a réussi à négocier. C'est un peu à chaque fois j'allais avec eux dans chaque consulat, j'allais avec eux, je leur disais voilà, il faut que j'ai envie de leur montrer l'Algérie. Il y a mon père qui habite là-bas maintenant, donc on essayait de faire passer le truc pour un truc entre potes. Et on a réussi à dealer à chaque fois et ça a marché, quoi. Tout vraiment s'est mis en place pour que je sois là-bas à ce moment-là. Je sais pas si je réponds à toutes les questions, mais j'essaie d'être concis. Je voulais juste que tu nous dises les périodes que j'ai visé. Oui, c'est vrai. Tu visais dans le. Enfin, visé. Alors, il y a eu. Tu as pu couvrir en tout cas. Exactement. Donc, il y a eu cette première partie donc qui correspondait à donc été 2019, juillet pour être plus précis. Donc c'est en lien, enfin c'était justement la finale de la Coupe d'Afrique à ce moment-là, et c'était aussi la partie qui était très Silmia, début du Hirak, très Silmia qui veut dire mouvement pacifiste. Donc voilà, donc il y avait cette première partie-là qui a duré une dizaine de jours. Ensuite je suis rentré avec on va dire 60%, 70% de la matière du film. Donc il y a eu tout un travail de montage qui s'est fait. En même temps, en parallèle, en Algérie, le mouvement se maintenait. En face, le gouvernement se durcifiait parce qu'ils avaient fait un peu la même stratégie qu'on a pu avoir ici, que le gouvernement a pu avoir ici face aux Gilets jaunes, c'est-à-dire on les laisse faire, ils vont finir par se fatiguer. Et en fait, non. Et donc, ils ont commencé à aller en fait, frapper les manifestants. Donc, il y a eu plein d'images que vous pouvez retrouver sur les réseaux où justement les forces de l'ordre frappaient les manifestants. Et donc, voilà, donc ça, il y a, on va dire, l'esprit qu'il y avait au début qui était assez festif et tout, s'est complètement transformé pendant que moi, j'étais dans cette phase de montage. Voilà, donc je parle un peu des deux en même temps, que ce soit la partie création du film et aussi ce qui est la situation politique sur place. Et donc, nous, au montage, donc on a fait tout un travail d'écriture parce qu'il n'y avait pas eu d'écriture du film. Et donc, voilà, donc il y avait tout un travail à faire. Il nous manquait des choses. Donc, il fallait revenir en Algérie. En même temps, en Algérie, donc là, la situation changeait. On approchait des élections qui ont eu lieu en décembre 2019. Des élections qui ont été décriées par la population parce que c'était un renouvellement du système. Les gens n'étaient pas aveugles face à ça. Et donc, voilà. Donc, pour conclure ce film-là, parce que forcément, quand on parle d'un mouvement social, les choses se font sur le temps long. Mais il fallait quand même voilà, amener une conclusion au film. Et donc, dans cette logique-là, je me suis dit que justement, les élections seraient un point final au film, un début justement à l'histoire de cette Algérie nouvelle qui a dans cette transformation. Et donc voilà, donc en gros, je suis retourné en décembre 2019. Personne de l'équipe n'a pu venir avec moi cette fois-ci parce que c'était complètement, pour dire ça comme ça, un autre délire. Et c'était vraiment très dur, impossible d'avoir les visas. Donc j'y suis allé seul. Après, on m'a trouvé une équipe sur place. Donc j'ai travaillé avec des techniciens algériens. Et dès que je suis arrivé, ils m'ont dit, mec, ça a changé, ça n'a rien à voir. Et là, il faut faire vraiment très attention. Et c'est vrai, en fait, on a été beaucoup plus. On a mis en place une stratégie où à chaque fois qu'on avait 2-3 heures de rush, on allait à l'hôtel pour les backuper. Enfin bref, c'était vraiment limite militaire. Et donc, voilà. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a eu peut-être, on reviendra dessus, mais on a été arrêté. On nous a effacé des rushs, toute une journée de rush, enfin 3 heures de rush. Et donc, voilà, donc cette partie-là était donc dans une dimension plus compliquée. On sentait que la sensation n'était pas la même. Voilà, c'est ça. Il y avait un truc il y avait un vrai bras de fer, même au sein la journée qu'on nous avait passé, le rapport à la caméra était différent. Les gens étaient beaucoup plus, ils étaient toujours aussi conscients, mais beaucoup plus on va dire, plus en colère que peut-être cette première partie. Après, voilà, c'est des sensations que moi j'ai eues sur 2 moments différents. C'est pas une vérité absolue, hein, c'est ce que je dis, c'est vraiment les rencontres que j'ai pu faire pendant ces 2 voyages-là. Voilà. Alors, et peut-être revenir sur, on voit plusieurs raisons qui poussent on peut les inscrire dans l'histoire, mais en tout cas, on voit quelques événements sur lesquels vous vous attardez et qui sont
des raisons qui ont poussé la jeunesse, en tout cas, à descendre dans la rue, ce phénomène des haragas, et puis le chômage, l'avenir bouché des jeunes, que vous touchez du doigt, dont vous parlez. Il y a un jeune qui prend la parole au début du film, et vous dites vous-même, peut-être que si j'étais restée en Algérie, j'aurais peut-être moi-même pris le même chemin. Il y a donc... est-ce que vous l'avez beaucoup rencontré avec les personnes avec lesquelles vous avez échangé? Et puis, peut-être pour Gaëlle, je sais que c'est aussi quelque chose qui est dans l'imaginaire artistique, qui a beaucoup nourri la production algérienne. Si vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus. Et j'ai lu une étude qui disait que l'espoir, en tout cas, ce qui a du début de Hirak, en tout cas, il y a des études qui disent qu'il y a eu une baisse du nombre de candidats à l'immigration clandestine durant cette période. Je ne vais pas les donner. C'était sur un c'est juste un court laps de temps. Mais ça raconte pas mal de choses. Rien du tout, mais c'est juste l'espoir, c'est par le Hirak, je ne sais pas. Oui. Donc, en effet, la thématique des haragas, donc de ceux qui sont candidats à l'exil, à la migration, notamment à destination de l'Europe, fait partie des thématiques assez récurrentes depuis une dizaine d'années chez les artistes algériens, en partie. Au début du Hirak, il y a eu un espoir d'une Algérie en recomposition, d'une Algérie nouvelle. Et en effet, donc, la migration, le départ a diminué un court temps. Il y a eu aussi des manifestants qui écrivaient sur leur banderole « Pardon les haragas, j'ai mis tant de temps à vous comprendre ». Ou maintenant, j'ai mis tant de temps à vous comprendre et de comprendre la situation politique que vous pouviez vivre, la situation sociale que vous pouviez vivre. Donc, il y a eu un soutien aussi qui a été apporté aux haragas et une jeunesse qui avait moins envie de partir dans la mesure où il y avait un espoir nouveau. Si cela a été très présent les 9 premiers mois du Hirak, à partir donc, de novembre-décembre, il y a un renversement, les élections approchent, il y a un délitement aussi, ça fait maintenant presque plusieurs mois que les gens marchent dans la rue sans résultat. Les élections arrivent et finalement, les gens s'aperçoivent qu'il n'y aura pas une recomposition étatique, il y a plutôt un État qui, déstabilisé, se remet en place en fait, avec des noms qui changent, mais c'est toujours ce qu'ils appellent le même gang, le même système. Et donc, un an plus tard, justement, il y a eu des études de fait, une année plus tard, les mêmes photos des manifestants, la thématique des haragas n'est plus présente. Et si avant il y avait écrit certains haragas, personnes qui voulaient partir écrivaient Algérie mon amour, finalement je ne veux plus partir. Désormais, une année plus tard, c'était Algérie, je veux de nouveau te quitter. Ça a été vu aussi dans certaines manifestations. Toujours très difficile. J'aimerais qu'on revienne un peu sur une des musiques très importantes dans le film et qui donne l'atmosphère des stades, et sur la casa de Mouradia. Et c'est surtout la place des stades dans le mouvement, l'ampleur que prend le mouvement à partir des stades. Et je m'appuie juste pour donner un peu le temps aux personnes qui connaissent peut-être pas ce chant, sur ce que dit Samia Hicham. Elle dit qu'en Algérie, il y a un groupe de supporters qui est l'Union sportive de la Médina d'Alger, qu'on appelle Ouled El Bahja, c'est ça, les fils de la radieuse de l'Algérie, qui a fait preuve d'originalité en se servant du scénario original du film que maintenant tout le monde connaît, qui est La Casa del Papel, qui est un grand poster sur Netflix, pour dénoncer en fait ce qui se passe en Algérie et dans le palais de la Mouradia, et pour tout ce qui est détournement d'argent, etc. Et elle traduit d'ailleurs toute la chanson. Et elle dit que davantage qu'un groupe d'ultra, les supporters de l'US de la Médina d'Alger se présentent volontiers comme les dépositaires de la mémoire de la Révolution qui les rassemble symboliquement dans leur fief historique de la Casbah. Donc tout est parti de là. Et est-ce que quelle place avaient les stades et ce chant particulièrement pour mobiliser en tout cas les revendications et
mobiliser les foules. Alors, ce chant, en plus, il apparaît en 2018, oui. Donc avant le Hirak, oui. Et il va devenir, en fait, il va s'imposer comme l'hymne du Hirak, l'année suivante, quelques mois plus tard. Et elle le dit à un moment, la maman, vous avez une militante, elle est active au sein de l'association SOS Global Wed. Et elle dit oui, que souvent il y a une image négative des jeunes, souvent ils ont été dépeints comme pas politisés ou peu politisés. Or, dans les stades, tous vous diront, si dans les stades c'était le lieu d'expression, tout était politique. Et le stade faisait soupape. Une fois par semaine, ils y allaient s'y exprimer et ensuite ils rentraient. Là, désormais, il va y avoir un passage donc, du stade à la rue. Ils vont reprendre donc, les mêmes codes, donc les chants. Donc, avant, ils haranguaient les troupes pour leur équipe. Désormais, ils vont haranguer les manifestants. Les artistes qui réalisaient les tifos vont désormais réaliser. Donc les tifos, c'est les affiches. Il y avait même un suspense toutes les semaines. Quel tifo allait sortir en devanture de la manifestation. Les artistes également, les beaux artistes, les étudiants des beaux-arts font des ateliers donc, pour les manifestations du mardi, mais également pour les manifestations du vendredi, pour que voilà, le passage du stade à la rue se fasse, en fait, toujours avec les mêmes personnes. Et ce qui est aussi intéressant aussi à valoriser, c'est que cette jeunesse habituée au stade était souvent dépeinte de manière négative. Ces jeunes de la Casbah, de milieu populaire. Or, là, c'est eux qui vont même prendre en charge l'aspect sécuritaire des manifestations, puisqu'ils sont habitués à gérer les moments de foule, à gérer les rencontres avec les forces de l'ordre, avec les autorités. Et puis oui, après, il va y avoir, en plus, ils vont se constituer en groupe pour le nettoyage, tout cela. Et donc, eux, il va y avoir une revalorisation de cette jeunesse qui va vraiment prendre le Hirak en main. Et on rappelle aussi qu'en Algérie, à partir de 2001, les espaces publics étaient interdits et les rares lieux où on pouvait se rassembler, ne serait-ce que pour être ensemble, soit les stades, soit les mosquées, et dans beaucoup d'ailleurs d'autres endroits. Dans le monde arabe, le printemps, on commençait le vendredi, sur les escalades des mosquées, après l'appel à la prière du vendredi. Et c'était quand même quelque chose d'assister à cette effervescence dans les stades. Alors, peut-être une question à vous, Zach, sur ce sentiment, ces craintes qu'on peut ressentir entre les générations. Il n'y a pas, dans le film, on dit que non, le Hirak, c'est pas seulement les jeunes, c'est aussi d'autres personnes plus âgées, les anciens, les femmes. Tout le monde s'est approprié le Hirak. Mais on ressent, il y a deux personnages dans le film où on ressent un corps qui sont héritiers d'un passé. Il y a la répression qui est pas loin, qui a les années noires en mémoire. Il y a cette femme qui dit peut-être vendredi prochain j'irai. Il y a encore ça. Est-ce que cette jeunesse, vous l'avez, qui déborde, puis l'Algérie est tellement majoritairement, démographiquement, c'est très jeune, et a aussi facilité. Enfin, comment vous avez senti ces craintes et comment y a-t-il un fossé un tout petit peu ou pas du tout? Fossé, je sais pas. Moi, c'est pas comment dire. Pour être tout à fait honnête, pour revenir un peu sur la fabrication du film, ça a été un peu l'exemple que j'aime bien donner, c'est l'open mic. Comme dans le rap, il y a le micro qui est allumé et on balance le flow. Et nous, on est un peu arrivé dans cette énergie-là, c'est-à-dire que c'est vrai que j'avais fait un travail de recherche, mais j'avais pas forcément ciblé des enjeux, des questions précises. J'avais vraiment envie de comprendre très naïvement et très naturellement le mouvement. Et donc, pareil, le choix des gens, des personnages s'est fait aussi très naturellement. Il y avait des gens, comme dans un espèce de travail journalistique, que j'avais prévu de voir, avec qui on avait pris des rendez-vous en amont. Mais il y a beaucoup d'autres personnes que j'ai rencontrées sur le tas, de manière complètement hasardeuse, Mektoub ou pas. Mais voilà, ça s'est vraiment fait naturellement. Et il n'y avait pas, en tout cas, c'est sûr que la question de la femme, elle accompagne beaucoup de mes travaux et le film aussi. Donc il y avait aussi ce désir d'essayer d'avoir une parité d'égalité en termes de voix. Mais sur la question des générations, etc., c'était complètement ouvert aux rencontres. Et donc, effectivement, il y a un bel équilibre qui s'est fait naturellement. Et comme je le dis souvent, au montage, on a vraiment regardé tous les personnages du film.
vraiment tous, d'habitude, sur un documentaire, il y a des gens qu'on garde pas parce que ça rentre pas forcément dans le discours qu'on veut garder, etc. Mais là, on les a vraiment tous gardés. Et c'est fou, effectivement, qu'il y ait ce charme où se mélangent très naturellement les générations. Donc, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait enfin, alors ça dépend de quel point de vue on se place, dans quel point de vue on observe la chose, mais c'est sûr que si on dit qu'il y a cette crainte d'un côté, la sagesse. ouais, il y a ça. Il y a aussi la crainte des années noires. Donc effectivement, de ce côté-là, il y a l'appréhension, comme on l'a entendu avec la dame, et de l'autre, il y a le désir de transformation chez les jeunes. Donc effectivement, là, on peut avoir on va dire, de points de vue très différents. Mais en fin de compte, même chez elle, il y a un désir de renouveau. Donc même si effectivement, elle participe pas aux marches, elle est très solidaire du mouvement et elle l'accompagne d'une autre manière. Et en ça, il y a quelque chose de très naturel, en fait, qui les lie tous. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant, en fait, de le découvrir là-bas. Et désolé, je me perds dans la question. Je sais plus si j'ai répondu ou pas. Non, c'est pas grave. On peut enchaîner d'ailleurs sur la place des femmes qui sont très présentes dans le film. Cette dame dans la cuisine et puis cette femme qui est très engagée aussi dans l'associatif. Et on sent qu'il y a une libération aussi pour elles, c'est-à-dire qu'il y a des espaces qu'elles n'occupaient pas avant, qu'elles s'approprient enfin, comme les stades. Je ne sais pas, vous voulez peut-être... Bon, je peux commencer, après je te laisse terminer. Enfin, c'est vrai que, alors, les femmes ont accompagné toutes les luttes algériennes. Elles ont été tout le temps présentes depuis la guerre d'Algérie. Et ça, c'est exactement, voilà, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que le Hirak a amené, de par ce que dit Narges dans le film, la demoiselle qui a les cheveux courts au bord de la plage. Bon, moi, j'étais pas forcément conscient parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, moi, je suis né, j'ai grandi ici, j'y suis allé tous les étés, mais c'est pas forcément quand on est gamin ou même à 15-16 ans qu'on se pose la question de la place de la femme, du rapport patriarcal, etc. Et donc, voilà, donc ce film m'a éclairé sur plein de choses, même si, voilà, avec le travail de recherche et tout ça, je l'avais un peu deviné. Et donc, il y a quelque chose qui a été amené par le Hirak, et je te laisse terminer si tu veux faire la transition. C'est que donc, l'espace public, ce qu'il faut savoir, c'est que pour beaucoup d'entre elles, il leur est empêché. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas fréquenter l'espace public de leur quartier parce qu'elles peuvent être connues dans leur quartier. Donc, il va y avoir le candidaton qui va parler d'elles. Donc, pour certaines, aller à l'université, devoir traverser toute la ville peut être libérateur. Mais en même temps, elles peuvent être confrontées aux moyens de transport. Enfin, donc, la question du genre se pose véritablement dans l'espace public. Là, alors ça a été vu en Europe, notamment en France, traitement médiatique, les femmes sont dans la rue. Oui, alors elles sortaient déjà en Algérie, hein, elles manifestaient également, elles ont accompagné également toutes les luttes, elles étaient présentes, mais elles vont voilà, là, se réapproprier l'espace et en devenir, même pour certaines, actrices lorsqu'elles vont participer à des mouvements. Cette semaine encore, je faisais un entretien avec une artiste algérienne, étudiante aux Beaux-Arts, qui n'a jamais voulu se produire dans l'espace public, sauf au moment du Hirak. C'est la seule fois où elle s'est dit, après tout, oui, j'y vais. Elle ne l'a pas refait depuis, elle ne l'avait jamais fait avant. Et donc là, le Hirak, pour elle, il a été un élément libérateur, où elle l'a osé. Oui. Donc voilà, il y a eu plus de visibilité, et puis après, il y a eu aussi dans les manifestations les carrés féministes. Oui, elles s'étaient protégées même. Elles ont été protégées, oui, et elles ont eu une visibilité, et elles ont été présentes. Oui. D'accord. Eh bien, on va revenir sur la musique, particulièrement dans ce film. Le film est jalonné d'improvisation, de chant, de poésie. Par exemple, on voit un poète populaire déclamer Ondaraja accompagné d'un oud dans un festival de rue. Et puis cette jeune femme qui dit que le Hirak est culturel et que la culture a été confisquée et que c'est pourtant elle qui crée le lien entre les gens. C'est cette culture. Et puis, il y a le rôle des associations culturelles. Donc, la dame, il y a une dame qui en est SOS Babel, ouais. etc. Et elle parle aussi des gilets oranges. Quel rôle ont joué ces associations culturelles et quelle place elles ont dans le Hirak? Puis, revenir un peu sur la musique, l'improvisation qu'on a entendue. Tu veux, je te commence. Oui, je commence.
Donc, les associations culturelles, elles préexistaient. Par exemple, SOS Bubbleweed, elle a été créée au début des années 1990, pendant justement les années noires. Et c'était une association qui avait pour objectif de faire des activités culturelles qui leur étaient empêchées, qui étaient confisquées. Et il y avait un aspect aussi curatif auprès de la jeunesse, pour ne pas tomber dans l'islamisme, d'aller vers les activités culturelles. Donc, il y a des activités qui se font en Algérie, malgré qu'elles soient interdites, notamment dans l'espace public. Donc, c'est le cas de SOS Bubbleweed ou de d'autres mouvements comme l'art est public, donc, que j'avais déjà présenté dans une précédente conférence ici, donc, qui est né en 2017 à Béjaïa et qui, en 2019, va avoir lieu dans plusieurs villes en Algérie. Donc, c'est presque un mouvement qui va devenir national. Donc, il y a des activités, malgré qu'elles soient sous contrainte. Lors du Hirak, voilà, il y a donc le Hirak culturel qui se met en place. Donc, les artistes sortent dans la rue. L'artiste est présent dans l'espace public, se réapproprie l'espace public et va organiser des événements artistiques, donc avec les habitants des quartiers, avec les enfants. Et donc, vont donner cette teneur pacifique, selmiya et culturelle au Hirak. Voilà, donc ces associations. Aujourd'hui, il faut savoir que, par exemple, certains dirigeants, membres de SOS Bubbleweed sont enfermés, font partie des prisonniers d'opinion. Zach, peut-être qu'on peut enchaîner sur la musique, parce qu'il n'y a pas que les improvisations et les chants dans les festivals, il y a aussi vos choix personnels dans le film. Et il y a aussi ces musiques que vous dites un moment que Charbi est la musique qu'écoutait votre père et qui est pour vous emblématique. Est-ce que le choix, par exemple, de Bahman Harachi ou le jeune garçon qui reprend Kamel Massoudi, par exemple, pour dire qu'il y a une continuité entre ce folklore ou dans cette musique qui est déjà une musique quelque part politique et engagée et qui parle de souffrance, en tout cas des luttes algériennes, et le Hirak. Oui, complètement, il y a une continuité. Après, moi, je ne suis pas un expert, mais je sais qu'il y a une continuité qui s'est mise en place dès la musique Charbi, qui était une musique très sociale, populaire, de revendication, le rail aussi ensuite, surtout aussi pendant la période de la décennie noire. Et enfin voilà, donc en fait, il y a déjà, pour revenir à cette dynamique dans laquelle on était arrivé quand on a commencé à tourner, c'est-à-dire que la musique, c'est vraiment offerte à nous et elle nous a guidés, en fait, limite, elle a accompagné tout le tournage. Et en fait, j'avais pas, d'une certaine manière, j'avais pas vraiment le choix. Et on en parlait dernièrement avec mon chef opérateur qui m'accompagne sur tous mes films. Donc, on a commencé à faire le fameux documentaire qui prend, qui traite justement sur la question des mouvements sociaux ici en France, notamment des Gilets jaunes. Et on a fait ce comparatif, justement sur la présence, on a comparé un peu les tournages et tout. Et on s'est dit que voilà, ça sera pas du tout le même délire sur ce film. Et donc voilà, donc c'est vraiment pour dire que c'est très particulier. C'est ça, c'est beaucoup moins musical et poétique. Mais voilà, donc c'est une réalité, c'est quelque chose qu'on a vraiment vécu et qui a été qui a été faite malgré mes choix. Et après, bien sûr, ça m'a renvoyé davantage peut-être à mes choix et à mes sensations propres, qui sont celles dont je parle dans le film, c'est-à-dire mon rapport au père et à la musique Charbi, qui est voilà. Et en fait, enfin, mon rapport à l'Algérie, c'est un rapport de nostalgie, de poésie, de chimère un peu lointaine comme ça, et donc qui est accompagné de manière presque cliché un peu. C'est pour ça que je parle de ça un peu dans le film aussi, par le Charbi, parce que j'ai grandi avec. Et donc voilà, donc très naturellement, cette musique s'est retrouvée dans le film parce qu'il y a un rapport au père, parce que c'est l'Algérie, et aussi parce qu'il y avait ma sœur qui a en fait remplacé au pied levé ma première assistante qui est tombée malade juste avant le départ, a pris sa place. Elle en parle mieux que moi, mais ce soir, elle n'est pas là. Et elle a pris sa place. Et en fait, très naturellement, là où... parce qu'elle a un meilleur arabe que moi, même si moi, je comprends bien, mais voilà, j'ai un peu du mal. Et je l'ai un peu perdu. Et donc, à force de traduire pour moi, elle a pris très naturellement sa place à l'image, comme vous avez pu le constater. Au début, elle était un peu silencieuse et progressivement... il t'inquiète, c'est moi qui vais faire le truc. Et c'est super beau, en fait. C'est super beau ce qui s'est créé. Et moi, je la pousse justement à avoir un peu plus confiance en elle sur la question du chant et de sa voix. Et très naturellement, ça a été très bénéfique pour le film. Donc, voilà, donc il y avait vraiment, de toutes parts, la musique devait être présente, que ce soit parce que elle est liée à cette lutte algérienne, parce que mon père et parce que ma sœur. Voilà.
Peut-être, sans vous faire refaire toute votre thèse, Gaëlle, parce qu'on a déjà consacré, il y a en dehors de la musique, enfin, il y a la poésie aussi, hein, vous finissez quand même magistralement Mahmoud Darwish. Et il y a d'autres formes artistiques qui se sont développées pendant le Hirak, et une réappropriation de la rue. Est-ce que vous pouvez nous donner, sans revenir sur votre webinaire, 2 ou 3 exemples marquants d'expressions artistiques majeures pendant le mouvement et qui sont restés symboliques comme ça? Alors, il y a eu plusieurs opérations de street art qui ont eu lieu. Donc, je reste sur Alger, hein, le film se concentrant sur Alger. Vous avez notamment eu le mouvement Freedom Wall, donc un mur d'expression rue Maurice Lavelle, donc au centre d'Alger, sur un boulevard adjacent à Didouche Morad. Donc, on est vraiment au cœur d'Alger. Et donc, c'était un appel d'associations de beaux artistes qui ont rassemblé artistes professionnels et amateurs. Et donc, l'idée était de repeindre tous ces escaliers, tous les murs des escaliers, pardon, mais avec les habitants, avec les enfants, de faire quelque chose de très festif. Donc, l'appel a été lancé sur les réseaux sociaux, qui rendent compte déjà du contexte contraint. Ça s'est très bien passé dans la mesure où les autorités ne sont pas intervenues parce qu'il y avait énormément de monde, parce que c'était une ambiance très familiale, très festive, et parce que s'il y avait eu intervention, ça se serait peut-être probablement mal passé. Après, ça a donné lieu donc à des graphes, à des street art. Alors, il y a même des choses assez intéressantes avec des slogans en anglais, en arabe, en français, en berbère. Vous avez de tout. Vous avez voilà, donc des mains, des femmes qui sont représentées, le drapeau qui est extrêmement présent. Voilà, un mur d'expression qui traduit tous les espoirs. On est vraiment sur une iconographie révolutionnaire qu'on retrouve dans plusieurs endroits, avec à la fois les espoirs, les craintes, le soutien aux prisonniers d'opinion, des critiques et aussi de l'humour. Ça a donné lieu aussi à des installations. Donc, il y avait des éléments de collés, donc avec des vinyles. Ils ont fait des oiseaux qui sortaient des cages et qui s'envolaient, par exemple. Donc, il y a des aspects esthétiques assez intéressantes. Vous avez également eu, à côté sur ce mouvement, ce qui est intéressant, c'est qu'encore à l'heure actuelle, aujourd'hui, ça fait 2 ans et vous pouvez encore voir les graphes, enfin les fresques réalisées à Alger. Alors que d'habitude, à Alger Centre, elles ont une durée de vie de 2 à 3 semaines. Donc là, c'est assez intéressant, elles ont duré dans le temps. Pourquoi patrimonialisation en creux, gestion difficile d'une mémoire vive et d'éléments encore en cours. Voilà, donc il y a plusieurs questions qui peuvent être posées autour de cet élément. Et autre, il y a eu également des performances de rue, donc que ce soit du théâtre qui a pu se mettre en place, des lectures sauvages. Je renvoie là aux opérations de Mustapha Ben Fodil, l'écrivain algérien, qui donc est sorti dans la rue avec ses pièces de théâtre et qui les a déclamées en allant lui-même vers son public et vers un public qui ne va pas forcément au théâtre. Donc, il s'est fait arrêter pour cela. Il y a eu également des performances. Je pense notamment à la performance du drapeau de Sarah El Ahmed, qui, à la Casbah, donc est arrivée avec différents tissus, des couleurs du drapeau algérien, et a commencé à coudre. Et lorsqu'elle fait une performance, elle ne parle pas. Et donc, les gens viennent autour d'elle, parlent, et se mettent à coudre en fait, avec elle. Et après, donc, après avoir cousu le drapeau, ils ont été manifestés. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été contrainte à la mobilité en permanence, puisque dès que les gens s'attroupaient autour d'elle, les autorités intervenaient. Donc voilà, donc plusieurs expressions artistiques qui ont pris forme au sein du Hirak, qui ont accompagné en fait les mouvements, les contestations. On peut peut-être évoquer aussi le rôle des réseaux sociaux dans la mobilisation, puisqu'il en est question avec Manifestants en musique qui prend une ampleur incroyable du jour au lendemain. Et c'est un peu ce qui est arrivé aussi dans beaucoup d'autres événements, enfin, dans le printemps arabe, c'est-à-dire la place que prennent les réseaux sociaux pour diffuser, pour mobiliser, parce qu'il y a interdiction, parce que l'espace public est confisqué, etc. Est-ce que vous-même, vous avez utilisé cet outil pour repérer les endroits où il faut y aller, où on fait des rencontres, ou alors comment vous l'avez suivi ce développement, et puis peut-être le rôle de la diffusion, ne serait-ce que de cet art. Est-ce que c'était aussi un moyen de diffuser des messages de mobilisation à travers ces canaux?
commence. Ok. C'était pendant le tournage, tu veux dire ou... En fait, pas pendant le hirak généralement, mais bon, Après, pendant le tournage, parce que tu étais... avant, oui, pour le travail de recherche, effectivement, il y avait ce truc-là d'essayer d'observer comment ça s'organisait, comment ça évoluait. Et, mais une fois arrivé sur place, non, pas vraiment. En fait, une fois arrivé sur place, en fait, il y avait une telle énergie, une telle force. Qui était partout. Oui, voilà, que c'était partout, vraiment. Après, j'ai passé une semaine, enfin 10 jours au premier tournage, et sur les 10 jours, on a fait 2 vendredis. Et c'était surtout aussi des rencontres. Enfin, après les autres jours, c'était vraiment les gens qu'on voulait rencontrer. Donc ça s'est fait un peu sans, on va dire, réseaux sociaux. Mais par contre, oui, ça a accompagné une partie de mon travail de recherche. Et là, notamment aussi, quand j'ai fait le documentaire sur les mouvements sociaux ici en France, et notamment le prochain que j'ai envie de faire en Amérique latine, où je fais un gros travail de recherche là-dessus, où je suis assez proche justement de la diaspora colombienne ici. Et je fouille pas mal par rapport à les pistes qu'ils me donnent et tout. Donc c'est vraiment c'est lié à vraiment tout aujourd'hui. Je trouve l'organisation de tous les mouvements sociaux à travers le monde. Beaucoup passent sur les réseaux sociaux. Vous confirmez, Gaëlle, aussi pour les mouvements artistiques. Oui, qu'ils recourent massivement aux réseaux sociaux pour se faire connaître, pour faire durer dans le temps aussi leurs œuvres, pour faire des appels également à mobilisation. Après, par exemple, Moustapha Benfodil, il m'expliquait que Facebook était... ils utilisaient beaucoup plus Facebook en Algérie que... même si maintenant... Viber, WhatsApp, mais beaucoup plus Facebook, mais qu'avec le Hirak, il y a eu une énorme réorganisation des mouches sur les réseaux sociaux. Et plusieurs artistes m'expliquaient, moi également, me disaient mon compte a été plusieurs fois supprimé ou mis en maintenance ou des choses comme ça. Et ils disaient finalement, la liberté qu'on avait avant sur les réseaux sociaux, elle existe, mais elle est voilà, il y a une surveillance, il y a un contrôle. Exact. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole très longtemps parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions à ça. Je vais juste finir sur une question sur le titre. Chronique algérienne, cette référence à Camus. Oui. Est-ce que c'est dans la construction même de ces brèves, de ces rencontres glanées sur le fil, comme on dit, au fil de la plume, au fil de la caméra. Et pourquoi ce titre? Alors, parce que je lis beaucoup Camus, mais je n'avais pas lu Chronique algérienne. Et ma sœur me l'a offert justement au moment où on rentrait. Ouais. Elle l'a acheté en Algérie et elle me l'a offert, je crois, vraiment quand on avait pris l'avion. Et je l'ai lu, j'ai commencé à le lire justement dans l'avion et quand on est arrivé. Et pour moi, ça c'est un peu... pour moi, c'était une évidence quoi, dans le titre, en fait, dans sa démarche. Après, forcément, je suis pas d'accord avec lui sur le fond. On peut revenir là-dessus, mais c'est hyper intéressant. Les époques sont différentes. Mais après, ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai vu une espèce de jeu de miroir avec lui. Lui étant français, né en Algérie, moi étant algérien, né en France. Bon, après, français, algérien, peu importe, mais vous avez compris un peu le jeu. Et j'ai trouvé ça là-dedans un truc hyper intéressant. Et le titre était accrocheur, beau et poétique. Je trouvais qu'il collait au film. Donc, je l'ai collé au film de manière très naïve et provisoire au début. Et j'ai jamais réussi à l'enlever. Et là où peut-être il y avait... après, c'est dans son approche. Il y a une approche très intime, je trouve, dans la démarche qu'il observe dans son livre, parce qu'il rencontre des amis, il parle avec des gens. Et il y a une portée très humaniste dans son travail. Après, lui, il traverse l'Algérie. Il n'y a pas cette unité de lieu qui, moi, m'est imposée par l'économie du film. Et peut-être que je peux en profiter pour en revenir un peu là-dessus. C'est que voilà, le Hirak, il est à l'échelle nationale. Les gens sont sortis partout. Probablement que si j'en avais eu les moyens, le film n'a pas été financé, donc on a fait ça avec des moyens très limités. Donc on s'est cantonné à Alger. Mais finalement, ça fait partie aussi de cette on va dire, contrainte est devenue un choix esthétique, malgré moi, mais ça donne quand même un charme au film et une force, je trouve. Et donc voilà, donc peut-être que sur ça, il y a une différence, mais en tout cas, sur l'approche, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez, peut-être prétentieux, j'en sais rien, mais je trouvais qu'il y avait un truc qui liait ce bouquin-là à ce film. Et donc voilà, donc je lui ai piqué son truc comme ça. Oui, je vous en prie, on va ouvrir. Par contre, pour les besoins de l'enregistrement, parce que le micro est là, je vais répéter votre question. De toute façon, on va aller. Alors, allez-y, sinon, parlez très fort.
Ma question s'adresse principalement à Zach, dans le temps du film. On ressent à travers le film que vous avez produit, c'était l'une des raisons justement de cette réalisation, c'était à la recherche de ce désir qui est à nourrir en fait. Ce désir à comprendre cette terre de vos parents, exactement. Et les intervenants principalement varient jeunesse, actrice, enfin, militante de la culture, mais on ressent l'absence des acteurs de la classe intellectuelle, à savoir des universitaires, j'allais dire des journalistes, des sociologues. On en a plein en Algérie. Ma question, est-ce que c'est un choix personnel ou cela est dû aux aléas du tournage sur le terrain? Oui, ouais. Bah, en fait, je me permets, on peut se tutoyer, ça ne dérange pas. Oui, c'est ça, tu amènes en fait un peu la réponse. Et c'est une question qu'on m'a déjà posée. Elle est très pertinente, je trouve. En fait, il y a deux choses. Il y a l'énergie du film et ce qui s'est effectivement, enfin l'énergie dans laquelle moi je voulais être et effectivement ce qui s'est passé. Alors, il y a Fares, qui est quand même un intellectuel, qui est responsable militant, qui est aussi un président, ouais, exactement, qui est président d'une association, qui pour moi vient et ancre le film et apporte quand même une analyse profonde, tu vois. Et ça aurait pu même être doublon, je pense, si un sociologue venait peut-être compléter son propos, mais ça aurait pu être hyper intéressant. Après, pour moi, c'était pas intéressant parce que là, je reviens à mes choix en termes d'écriture, c'est que je voulais m'inscrire dans une urgence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et c'est ça que, pour moi, raconte ce film. C'est-à-dire que, enfin, j'étais pas là pour raconter un recul. C'est-à-dire, je pense qu'il y a plein de films qui doivent se faire, notamment, je dis souvent qu'il faut qu'il y ait des films qui émanent même des Algériens sur place, parce que forcément, ça sera des films différents du mien. Il y a des reportages qui sont plus historiques. Je pense qu'il doit y avoir des films qui auront une partie beaucoup plus sociologique, avec des reculs sur le long terme, etc. Et c'est pas le film, moi, que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était ce dont tu as très bien introduit justement sur ce rapport personnel qui était le mien, cette nostalgie, cette poésie, donc qui est amenée par toute la musique dans le film. Et c'est ça, en fait. Moi, je voulais vraiment être là et parler aux gens que j'ai rencontrés. Et après, alors, c'est pour dire à quel point c'est pertinent ce que tu dis, c'est que justement, Fares, c'est lui une des personnes que j'avais prévu de voir en amont parce que c'était prévu, parce que justement, je voulais qu'il y ait quand même quelqu'un qui puisse amener un regard quand même avec un minimum de recul et l'ancrer dans une histoire. Tu vois. Et sinon, tous les autres, c'était effectivement des rencontres presque, comme je disais, hasardeuses. Après, mais spontanées, voilà. Moi, j'avais une question. Je suis chercheuse d'instruction politique. J'ai une question un peu géo et une question un peu politique pour les deux, du coup. Alors, ma question est d'abord géographique. En fait, l'Algérie, c'est 2 millions de kilomètres carrés. C'est 4 fois la France. Et du coup, c'est immense. Et en fait, le Hirak, vous savez pourquoi, c'était pas que Alger. Ouais. C'était bien sur toute la côte, que ce soit à l'ouest comme à l'est. C'était aussi dans le sud, dans le désert. Alors, c'est vrai que l'Algérie, c'est 80% de désert. C'est uniquement 13% d'Algériens qui vivent dans le sud. Et ma question, c'était comment les gens du sud ont fait le Hirak? Est-ce qu'il y avait des œuvres d'art dans le désert? Enfin, faire la Hirak à Alger, c'est pas comme à Tamaracet. Donc, qu'est-ce qu'on faisait dans le sud? Est-ce qu'on avait des slogans? Est-ce qu'on avait de la poésie, des danses, des peintures? C'est quoi le Hirak dans le sud, en fait, d'un point de vue géographique artistique? Alors, la dernière fois que je suis allée, enfin, juste avant qu'on confine, je devais descendre à Ouargla et à la Rouate pour aller justement voir les fresques qui avaient été réalisées par le mouvement L'Art et Public. Comme je vous l'ai dit, donc, il naît à Béjaïa, après il va s'étendre donc, dans les villes du Nord. Voilà, c'est commun, il y a des universités, il y a les beaux-arts, il y a une culture artistique. Par contre, au Sud, c'est plus conservateur, il y a moins d'institutions, moins d'événements également. Donc, une population qui est moins habituée à ces pratiques artistiques. Le Hirak est national, va avoir lieu dans toutes les villes et va s'accompagner également de pratiques artistiques et culturelles dans les villes. Et notamment, donc, la République va avoir lieu à Ouargla, Rardaya et La Rouate. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, à Ouargla, ils ont fait venir des beaux artistes d'Alger parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'artistes. Donc, voilà. Mais en même temps, c'était intéressant aussi avec les beaux artistes de discuter de qu'est-ce qu'ils ont fait et est-ce que ça avait été réceptionné de la même manière. Est-ce qu'ils avaient fait les mêmes fresques ou pas avec les habitants? Enfin, donc, ça s'adapte. Donc, c'est mon prochain terrain dès que j'obtiens un visa. Et du coup, deuxième question, avec une politique, on a toujours dit que la Hirak, en fait, c'était un mouvement politique, mais qui ne cherchait pas une politisation. C'est-à-dire, on ne voulait pas de leader,
on n'est pas de figure fantastique, c'est quelque chose de tellement populaire, tellement national, on s'est dit, on ne va pas choisir une personne pour représenter, c'est tout le monde qui se représente chacun et qui représente tout le monde. Or, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à s'engager en politique, soit dans des partis traditionnels, soit en créant des partis, des collectifs, etc. Est-ce que vous pensez que la manière de pérenniser le mouvement, c'est de faire de la politique au sens réel politique, en fait? Est-ce que le Hilak, c'est juste un mouvement, une tendance, quelque chose de festif, ou est-ce qu'il faut quelque chose de concret, s'engager, faire un parti Hilak, comme on a voulu le faire avec les Gilets jaunes aux européennes? Est-ce qu'il faut faire une liste, un programme, des figures, etc.? Est-ce qu'il faut que ça devienne un parti, en fait? On fait ça ce soir. On passe demain. Aussi, de mettre des millions, en tout cas, derrière un parti et de les rassembler, ce serait bien. Ouais. Non, vas-y, je te laisse commencer. Si tu veux. Pardon. C'est vrai que le mouvement, il a été inédit, il a été pacifiste, il a été national, mais il a été acéphale. Il n'y avait pas de leadership. Donc au début, c'est ce qui a fait son caractère inédit et sa force. Parce que pour les autorités en face, il n'y avait pas une personne ciblée. Mais ça n'a pas empêché aux autorités de très vite se recomposer, de très vite se remettre en selle et de remilitariser. Donc, à l'heure actuelle, le Hirak sans leadership se délite. Donc, après, je ne me permets pas trop de politique. Alors, je pourrais en parler pendant des heures parce que ça, c'est des questions qui m'intéressent. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça traverse. Alors, dans le documentaire que je fais là actuellement, je pousse ma réflexion plus loin. Mais enfin, pour revenir quand même à ta question avant de me perdre, qu'est-ce que c'est que la politique? Ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que c'est des choses vraiment très concrètes où justement on crée un parti, etc. Moi, je suis un peu plus partagé. Je pense que c'est une tendance aujourd'hui justement à pas vouloir avoir des têtes qui guident des mouvements parce que justement on pense plus de manière un peu plus, on va dire, pas forcément réfléchie, mais on pense plus l'horizontalité, je trouve. Et ça, c'est une force en fait parce que ça prend du temps. Tu vois, l'horizontalité, c'est une organisation nouvelle et ça peut s'aligner sur la réflexion du consensus, justement, etc. Et je pense que ça prend du temps pour donner une force à un mouvement, à ce nouveau type de mouvement. Et moi, je trouve ça pertinent, personnellement. Et c'est un peu comme ça que je l'ai introduit quand j'en parle avec mon père au début du film, parce que c'est lui qui l'introduit, où justement, lui, il parle de choses très concrètes et il n'a pas tort. Hein, il a un peu prédit, je pense que tout le monde pouvait le prévoir d'une certaine manière, que effectivement le mouvement à un moment ou à un autre allait s'épuiser. Mais moi, je suis convaincu qu'effectivement, ce Hirak, dans cette forme-là, il était amené à de toute manière, parce que les énergies, à un moment ou à un autre, s'affaissent. La crise sanitaire, la crise sociale font que ça complexifie la donne. Mais c'est quelque chose, en fait, c'est dans les consciences. Il y a quelque chose on va faire probablement un pas en arrière, mais les 5 pas qu'on a fait en avant, ils sont jamais partis. Et je pense que on va voir des choses, effectivement, comme tu le dis, qui vont se mettre en place. Et que ce soit dans les partis classiques, avec cette jeunesse qui peut amener quand même une forme de dégagisme, pour reprendre leur terme, de l'intérieur, de l'extérieur, des organisations nouvelles, des réflexions nouvelles qui nous échappent, nous, parce qu'on est ici en France et parce qu'il faut que ça s'adapte au terrain. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre aussi en corrélation avec les mouvements qu'on a ici en France et aussi notamment avec ce qui se passe en Amérique latine. Des choses, qu'il y a quelque chose de... Moi, c'est ça que j'aime observer, c'est comment, en fait, qu'est-ce que ça veut dire encore de manifester? Est-ce que ça sert? Est-ce que c'est utile? Aujourd'hui, en France, on a l'occupation, on a différentes formes de lutte, on en a vu plein, et pourtant, on a l'impression qu'on est dans un schéma cyclique et qu'à chaque fois, c'est la même chose. Et donc, voilà, je peux en parler pendant des heures, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà ma sensation. Il faut replacer dans le temps long. C'est-à-dire que le Hirak, c'est un mouvement et c'est une boucle. C'est-à-dire que là, on en est au début et on ne peut pas mesurer les résultats dans l'immédiat. Il y a des personnes, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, je pense en génération suivante, il y a des enfants, ça fait 3 ans qui manifestent. Et ces enfants-là, non, mais ça fait 3 ans qu'ils sortent dans la rue tous les vendredis, ces enfants qui accompagnent leurs parents, qui ont vu des artistes faire des choses sur les murs, qui grandissent avec il faut soutenir les prisonniers d'opinion politique. Et ces jeunes-là, quand ils auront 15 ans,
comprendront pas que la rue, elle leur est interdite. Il y a quelque chose contre lequel... Voilà, Pardon, excuse-moi. il y a quelque chose qui se met en place, ça sera sur le temps long. Exactement. Et peut-être qu'on peut dire il y a un avant et un après Hirak. De toute façon, il y a une rupture, il y a une parole qui s'est libérée, un mur de la peur qui est tombé, et quelque chose de cette force-là, de tout mouvement populaire et politique. Je ne sais pas, tu voulais oui, non, préciser. ce que j'allais dire juste, c'est qu'il y a voilà, et la répression on a des chiffres qui reprend, qui sont faramineux. Mais il y a quelque chose sur lequel le gouvernement ne pourra jamais rien faire, c'est le temps. Le temps avance, les générations se renouvellent. Ils sont plus vieux. Et voilà, eux, ils sont plus vieux en plus, ouais, effectivement. Et donc voilà, donc ça, l'histoire, ils ne pourront jamais la bloquer, et donc ça va avancer, il va y avoir un changement, ça j'en suis persuadé. Alors, je ne sais pas, Gaëlle, à quelle heure nous devons te libérer. Voilà, donc on va te libérer, peut-être prendre une ou deux questions pour toi, Zach. Donc, je te dis au revoir. Merci beaucoup. Merci à Gaëlle. Nous t'attendons quand tu veux au Carême. Je vous remercie de votre invitation, voilà. Et puis je vous remercie pour votre présence, et j'espère que vous avez apprécié le film. Merci. Merci Gaëlle, à bientôt. Je ne sais pas s'il y avait encore d'autres questions dans la salle. Oui, je vous en prie, mais je vous demande de parler très fort. Je vous remercie pour ce film. La troisième fois que je le vois. C'est une curiosité. En fait, quel est le moment le plus éprouvant durant le tournage? Le moment le plus éprouvant. Alors, le moment le plus éprouvant. Pendant le tournage, franchement, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu vraiment de moments éprouvants? Il y a un truc très bizarre. C'est la première fois donc j'allais en Algérie avec une caméra à la main, parce que là vraiment c'était le cas. Et j'ai pas vu le temps passer, parce que quand tu es en tournage, tu es dans une espèce de truc où il faut que tu loupes rien, et en plus c'était hyper il y avait plein d'énergie partout, et moi je suis hyper curieux, donc j'étais là et tout. Enfin, peut-être que c'était éprouvant dans le recul, en prenant du recul, en observant la situation, mais honnêtement, il n'y avait pas eu de... Enfin, j'ai pas trouvé ça éprouvant. Il y a eu un moment d'excitation profond quand on a été arrêté la deuxième fois par les flics, et que là, j'ai un peu flippé pour mes rushs qui ont été effacés au final. Et sinon, en soi, non, ça a été une aventure. J'ai kiffé du début à la fin. Il n'y avait pas de véritablement éprouvant. Après, pour raconter un peu ma vie, s'il y a un petit moment éprouvant, c'est plutôt sur là, comment faire exister le film, le faire vivre. Et encore une fois, merci au Carême, merci à Raja de nous recevoir ici, et à tous les lieux qui nous ont accueillis pour pouvoir justement le faire exister. Je pense que c'est ça qui est peut-être le plus dur, parce que forcément, je sors de la partie qui est plus passionnante pour moi, qui est l'écriture, la fabrication d'un film, qui est là vraiment de le faire exister. Voilà. Je me permets je profite de ta question pour... Il y a le commercial. Oui, c'est ça. Voilà. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ouais, merci. Et nous mettrons en fait les autres dates. C'est gentil, merci. De projection, si vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions, madame? Est-ce que le film a été vu en Algérie? Si oui, quelle réception il a eu? Alors, pardon, excuse-moi, vas-y. La dernière question, c'est est-ce qu'il y a eu un mouvement gilet jaune en Algérie? Est-ce que les Algériens l'ont entendu parler de ce? Comment est-ce perçu ce mouvement? Ouais, non, mais ça, je vais commencer par celle-là. Ouais, et ça, c'est un truc qui me passionne, et du coup, ça légitimise mon désir de voyager, d'aller interroger les différentes formes de lutte, c'est qu'il y a des échos. Les mouvements s'observent et se regardent. Et ça, alors, j'aurais été incapable de répondre à ta question à l'époque où je venais de terminer le film, et d'autant plus maintenant, justement, où je m'intéresse à ce qui se passe au Chili et en Colombie. Ouais, ils se regardent, ils s'observent. Et quand j'ai été là-bas, on m'a parlé des Gilets jaunes. Là, sur le film que je fais, justement, que j'ai écrit sur l'Amérique latine, ils parlent des Gilets jaunes, ils regardent aussi comment ça s'est passé à Hong Kong, ils utilisent les mêmes moyens de lutte. Enfin, vraiment, il y a quelque chose qui qui traverse comme ça les luttes, parce que justement, on parlait des réseaux sociaux, parce qu'à travers les réseaux sociaux, on s'observe, on se regarde, et aussi, c'est l'intelligence collective, intuitive, naturelle. En fait, on regarde, on observe, on refait, on copie, et dans cette dynamique, ouais, complètement. Alors, pardon, oui, j'avais oublié cette question. Alors, j'ai envie que le film soit vu en Algérie. Là, on a été invité. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Donc, préparer les banderoles, c'est un peu la blague que je fais à chaque fois. Mais ouais, carrément. Enfin, moi, j'ai hâte de pouvoir aller là-bas, le montrer et tout.
Et pour alors revenir peut-être aussi à ta question, j'en ai pas parlé, c'est en fait, Chronique était censé être au début être juste un repérage d'un film que j'ai écrit qui s'appelle Cherbi, qui est un film qui est censé traverser toute l'Algérie, enfin, pas toute l'Algérie, mais en tout cas plusieurs villes du nord au sud, et d'être un voyage comme ça justement. Maintenant, pour le coup, ce sera post-Hirak, une observation, mais aussi plus largement un questionnement sur ce que c'est que l'identité, une question qui ouvre un peu le film sur français et algérien, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, on va peut-être... Je peux juste ajouter un petit peu? Oui, okay. Bien sûr. Alors, ça, c'est le côté commercial. Alors, il y a une application qui s'appelle Sens Critique, sur laquelle vous pouvez poser une note et un petit commentaire. Ça nous aidera beaucoup parce que, voilà, comme je vous l'ai expliqué, on n'a pas de distributeur pour le moment et j'ai vraiment envie d'avoir une sortie salle. Donc là, il y a des choses qui se passent, c'est super cool. Donc voilà, n'hésitez pas, ça prend 5 minutes, c'est gratuit, vous vous inscrivez. Vous mettez un petit une petite note. Le film s'appelle Chronique algérienne, si vous vous souvenez bien. Et donc voilà, donc ça sera super cool de votre part. Merci. Merci à toi, Zach. Merci à vous tous. Et on se donne rendez-vous pour le 3e volet du cycle sur le Hirak, le 15. Qui sera avec Nasser Jarbi. Donc, avec Nasser qui répondra peut-être. Voilà, nous aborderons les dimensions plus sociologiques et plus. Et puis, il y aura aussi Louisa. Voilà. Donc là, on pourra parler d'un autre aspect qui n'est pas artistique, mais qui est plus politique, social. Merci à vous tous, merci de votre suivi et bonne fin de soirée. Merci. Raja.